Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Science et société. Fondé par Alain Fuchs et Dominique Desjeux, et dirigé par Bruno Pequignot. Déjà paru. Suzy Collinzahn et Christiane Villain. Quelle est notre place dans l'univers? Dialogue sur la cosmologie moderne, 2012. Blanchard Makanga, Nature, Technosciences et Rationalité. Le triptyque du bon sens, 2012. Béatrice Grandoordy, Charles Darwin et l'évolution. Dans les arts plastiques de 1859 à 1914, 2012. Ali Rekham, de la dialyse à la greffe. De l'hybridité immunologique à l'hybridité sociale, 2012. Simon Bill, la médecine à l'époque hellénistique et romaine. Galien. La survie d'Hippocrate et des autres médecins de l'Antiquité, 2011. Simon Bill, de la médecine magique et religieuse à la médecine rationnelle. Hippocrate, 2011. Raymond Micoulaut, Le temps, l'espace, la lumière, 2011. S. Crépeau, G. Dubay, P. Musso, B. Paul accent aigu, La connaissance dans les sociétés techniciennes, 2009. François Larose et Alain Jaillet, Le numérique dans l'enseignement et la formation. Analyse, traces et usages, 2009. Martine Quignot BENAMO, Probabilité et statistiques aujourd'hui. Nouvelle édition 2009. Sezin Topsu, Cécile Kunaï, Katia Serranovelarde, Dire, savoir en débat. Perspective franco-allemande, 2008. Jean-David Ponci, La biologie du vieillissement, une fenêtre sur la science et sur la société, 2008. Michel Watley, Vivement 2050. Comment nous vivrons, peut-être demain, 2007. Claude Durand, Les biotechnologies au feu de l'éthique, 2007. Bruno Pinel, Vieillir, 2007. Régis Mache, La personne dans les sociétés techniciennes, 2007. Alain Guillon, Une mathématique de la personne, 2005. Du même auteur. La douleur chronique, une face cachée de la résilience. Édition Soran Médical, 2005. Les douleurs chroniques, quelle espérance? Editions Sarment, Jubilé, 2008. La mort ne s'affronte pas. En collaboration avec Jérôme Malric. Édition Soran, 2011. Prescrire une modification du mode de vie. Collection Médecine et Humanisme. Édition Soran Médical, 2012. Dédicace. À Michel Geoffroy dont l'amitié exigeante m'a fait creuser davantage cette recherche. Préambule. C'est un repas entre étudiants amis. Après les desserts, les alcools traditionnels ont réchauffé l'atmosphère et favorisent les divagations philosophiques tout autant que les interpellations. Georges, à la fenêtre, a allumé un joint. Il s'adresse à Diane et Lucien qui tentent d'expliquer leurs recherches en fac de lettres. Laurie, amusée, pressant la scène à venir. Georges, vous me faites rire avec votre éthique. La vie bonne? Vous me rappelez mon prof de grec en 3e. Songez-y bien, jeunes gens, le beau, le bien, le vrai, tout un programme que nous a légué Platon et dont vous devriez tirer profit. Lucien, c'est un raccourci un peu rapide de l'éthique platonicienne. Georges, il n'en demeure pas moins que c'est ce qu'ont retenu des générations de lycéens et puis d'adultes, qui ont fait la guerre, torturé, construit le monde injuste dans lequel on se trouve. Diane, est-ce que ça nous dispense de la chercher cette vie bonne? Georges, ça ne me permet plus d'y croire. Je ne pense pas qu'on puisse sur cette terre donner une vie bonne aux milliards d'êtres qui se battent pour subsister. Lucien, alors tout est pourri, tout est foutu? Il ne reste plus qu'à se saouler la gueule et fumer des pétards? C'est la seule réponse que tu as à apporter aux problèmes du monde? Georges, ça te dérange si je fume? Je fais de mal à personne. Laurie, sauf à toi. Georges, sauf à moi. Mais on fait ce qu'on peut pour vivre, tu vois, j'allais dire bien. Je vais finir par parler comme vous. Diane, ça ne me paraît pas une si mauvaise définition de la vie bonne. En quelque sorte, tu as trouvé le joint avec notre conversation. Georges, quel humour. Diane. Lucien. En tout cas, à l'évidence, ça fait partie de ta vie. Je ne sais pas si ça te rend meilleur, mais ton esprit de répartie est vif ce soir, entre alcool et fumette. Laurie.
Et si ça l'aide à vivre, est-ce tout à fait mauvais? Je me suis souvent demandé si une définition de l'éthique ne pouvait partir de cette simple question. Est-ce que ça t'aide à vivre? Parce qu'au final, nous cherchons tous comment vivre sur cette fichue terre. Georges, c'est bien vrai. Lucien, pas mal comme approche. Vas-y, poursuis. Laurie, nous cherchons tous des trucs pour exister, pour rendre nos vies moins moches, moins dures. Lucien, je te rappelle que comme nous le disions tout à l'heure, généralement, l'éthique est plutôt définie comme une recherche de la vie bonne. Laurie, et alors tu crois que ta définition elle m'aide à vivre? Qu'au jour le jour je m'interroge si je cherche la vie bonne? Diane, moi je suis d'accord avec Laurie. C'est trop dur les exigences éthiques qui ont été construites par des élites grecques, reformulées par les générations suivantes de Renaissance en lumière, pour se fracasser sur un XXe siècle de guerre, de souffrance et d'abomination. Tout ça pour ça. En quoi ça nous aide dans notre quotidien? Lucien, disons qu'il reste à inventer une éthique qui s'articule avec notre post-modernité, qui fasse place à l'individu et à ses aspirations complexes, sans jeter les acquis sociétaux de 2 ou 3 000 ans d'histoire. C'est pas simple. Laurie, est-ce qu'on ne peut pas définir une vie bonne pour chacun? Est-ce que la vie bonne pourrait pas être la vie la moins mauvaise pour chacun? Lucien, oh là, on élève le débat en appelant Spinoza à la rescousse. Laurie, que chacun puisse trouver les moyens qui lui sont propres pour tenter d'exister, qui le soutiennent pour vivre, que l'on puisse donner à chacun la possibilité de définir son éthique. Lucien, il resterait à articuler toutes ces éthiques sans trop de dégâts, je ne sais pas trop où tu nous entraînes. Georges, moi je trouve que c'est pas mal comme point de départ de votre affaire, est-ce que ça t'aide à vivre? Avec quels moyens j'existe au quotidien? Je vais finir par m'inscrire avec vous en cours d'éthique. Diane, en tout cas je connais un moyen de réconcilier toutes les éthiques de la bande d'intellos que vous êtes, qui veut de ma tarte aux pommes? Lucien, oh oui Diane, on aime ta vie bonne. Avant-propos. Pourquoi vivre? Cette question résonne, sèche, abrupte, sans concession. Interrogation au cœur de l'homme en absence de réponse évidente, sauf à accepter de la décomposer pour mieux lui laisser son caractère énigmatique, en dernier lieu. En effet, pourquoi vivons-nous sinon parce qu'un couple parental nous a mis au monde sans nous demander notre avis? Nous avons reçu la vie avec son lot génétique, familial, sociétal, etc., au tirage au sort de l'existence. Ce don de la vie, nous l'avons entretenu comme nous le pouvions, aux différents âges de notre grandissement, dans une dynamique en lien avec un « comment vivre ?» éludant le plus souvent le « pourquoi vivre ?» qui pouvait affleurer à la surface de notre homéostasie. Ainsi, après une première tautologie, nous vivons parce qu'on nous a donné la vie, prend place la véritable question cachée sous la première, pourquoi continuer à vivre? Cependant, pas plus que la précédente, elle ne donne prise à notre entendement. Certes, pourraient être énumérés des arguments en faveur d'un bonheur, d'un plaisir à exister, voire d'un devoir à poursuivre ce dont nous sommes bénéficiaires. Inversement, la litanie des malheurs de ce monde et de son inanité, voire un plaidoyer pour le suicide pourrait faire contre-pied à la première démarche. Le véritable propos n'est pas celui-ci. À l'élan vital qui nous transporte, nul argument n'est nécessaire et seules les modalités d'un « comment vivre » permettront la mise en œuvre de ce désir premier. A contrario, toutes les raisons de la terre ne suffisent pas à ranimer une vitalité en perdition. La dépression ne se raisonne pas, elle se soigne avec plus ou moins de succès. Le désir de hâter la mort est fonction des conditions d'un exister et donc en dernier lieu, d'un « comment vivre ?» le plus approprié. La pulsion mortifère finale d'un candidat au suicide demeure énigmatique, même si elle plonge dans un thanatos commun à tous. La question « pourquoi vivre ?» ne présente donc pas d'intérêt à dissertation, sinon celle du sens de la vie, sinon celle du « pourquoi vivre ?» Elle demeure un point d'interrogation stimulant, prophétique, engageant, au cœur de nos existences. Elle nous ouvre l'appétit vers celle quotidienne, véritable, qui nous taraude sans fin. Comment vivre? Quel sens donner à ce donné existentiel? Pour quelle vie travailler chaque jour dans le monde qui m'est présent? Introduction. Chaque humain au sein de sa génération tente de répondre à cette question, comment vivre? Et si possible bien. Telle pourrait être une première définition de l'éthique.
la conceptualisation de ce que met en œuvre tout un chacun au jour le jour consciemment ou inconsciemment, la posture, le mode de vie qui de fait constitue le quotidien mis en acte par chacun. Mais comment vivre quand on est en mauvaise santé, handicapé, englouti par des dynamiques psychologiques défavorables, écrasé par des problématiques sociales désastreuses ou en rupture de lien? Est-ce à dire que l'on ne vit pas? Est-ce à dire que l'éthique ne pourrait se décliner qu'en période faste, ou bien uniquement à visée de populations privilégiées? L'éthique de la personne malade reste encore à écrire, non pas celle des soignants, qui augmente en volume littéraire et qui détermine ainsi le bon comportement professionnel de ceux qui œuvrent auprès des plus souffrants, mais celle du malade lui-même dans sa vie de malade. Qu'en est-il de sa posture de vie? Qu'est-ce qui serait éthique pour lui? Surgissent immédiatement les questions de la parole du souffrant, finalement inaudible hormis l'expression du désarroi et de la peur. Cette parole peut-elle exister? Peut-elle se formuler autrement que dans une expérience pénible, catastrophique, inacceptable? Peut-elle être autre que ce qui est attendu par les professionnels du soin? Car cette éthique du malade dans les faits existe. Elle est dessinée en creux par celle des soignants. Le care, la philosophie de Lévinas, l'évolution de nos sociétés aboutissent à l'élaboration d'un modèle de malade, la personne vulnérable. À la tradition de plusieurs millénaires de présence auprès des plus démunis, un corpus d'éthique contemporaine se fait jour. L'éthique soignante existe et nous prendrons le temps de nous attarder sur elle dans une première partie. Mais l'éthique formulée par le soigné, pourrait-elle s'écrire autrement qu'en creux? En effet, l'approche éthique soignante, tout comme la plupart des éthiques, se bâtit sur une vision de l'humain en pleine possession de ses moyens, ou croyant l'être. L'autonomie est convoquée pour que s'édifient des concepts qui animent la réflexion éthique. L'éthique est construite pour personne autonome. Voilà qui ne correspond pas à l'éthique du soigné. Voilà qui ne correspond pas non plus tout à fait à la vision de l'humain du XXIe siècle. Dans une deuxième partie, nous critiquerons au croisement des démarches de nombreux auteurs ce concept d'autonomie. Il nous faut abandonner cette base intellectuelle qui réduit l'homme à l'individu isolé, hors sol, plante artificielle venue de nulle part, être qui se voudrait de raison et ne devant rien à personne, en particulier à tous ceux qui de fait le nourrissent et le façonnent. Nous critiquerons aussi le concept de vulnérabilité, terme par trop dévalorisant à l'adresse des autres tout autant qu'à soi-même, afin de préparer une éthique plus respectueuse de l'humain, même s'il est dans des difficultés physiques, psychiques ou sociales. Nous nous inquiéterons de ce regard sur la personne vulnérable, compatissant certes mais stigmatisant et à haut risque d'exclusion. En réaffirmant la dignité intrinsèque de la personne, indépendamment de ses conditions de vie, nous favoriserons son respect pour les temps à venir. Dès lors, l'homme que nous envisageons n'est ni tout à fait autonome, ni réellement vulnérable, au sein même de sa maladie. Quels moyens vont venir l'aider, non pas à définir son existence, mais à poursuivre son existence? Dans cette recherche éthique du soigné, qu'est-ce qui l'aide à vivre? Nous proposerons qu'une vie, la moins mauvaise possible pour celui qui l'aménage, trouve son équilibre précaire par divers moyens d'étayage que nous tenterons de décliner puis d'expliciter. Ainsi, une définition d'une éthique dans la difficulté peut naître pour le malade, c'est-à-dire potentiellement chacun d'entre nous, formulation individuelle qui nécessitera une confrontation à la société. Cette définition d'une éthique par étayage, nous l'étudierons mot à mot pour justifier sa pertinence. Nous verrons que son énoncé en 3 parties, qui doit beaucoup à Ricoeur, vise à équilibrer les aspirations de celui qui cherche des appuis pour sa vie, sans pour autant empiéter sur son entourage proche ou sociétal. Dans une 4e partie, nous verrons des exemples issus de notre pratique soignante qui peuvent illustrer une partie de cette approche éthique. En conclusion enfin, nous nous rappellerons que nos origines soignantes, développées dans la première partie, nous ont offert des modèles qui peuvent encore nourrir notre réflexion à poursuivre. 1. Une éthique soignante active, qui dessine en creux une posture passive du malade. À la recherche d'une éthique du malade, nous sommes renvoyés à la présence, j'allais dire l'omniprésence, du soignant. Le professionnel, celui qui se confronte dans son travail à cette question de la maladie, du mal, du sens du soin, a par nécessité vitale développé une réflexion éthique de son activité. Comment se comporter vis-à-vis de celui qui souffre, qui a perdu ses repères de la bien-portance? Comment le considérer?
Comment ajuster son regard, ses gestes, ses paroles vis-à-vis de lui? Toutes ces réflexions font l'objet de nombreux écrits, portés tant par des soignants que par des philosophes, souvent les deux à la fois. Ce détour n'est ni inutile, ni anodin. La vie d'un malade et celle du soignant sont liées, il n'y a pas de soignant sans soigner. On ne peut évoquer l'un sans convoquer l'autre. Les rôles qu'ils occupent chacun dessinent une histoire commune, au sein de la société. Les propos tenus par l'un assignent à l'autre une place dans le discours qui préfigure celle qu'il risque fort d'occuper dans le réel. Ainsi, à l'écoute de l'éthique du soignant, nous tenterons déjà d'entendre en filigrane le murmure du malade. À l'interface des relations du soin, nous tenterons de découvrir des bribes de la posture de malade, plus ou moins subie. Au creux de la vie de l'aide-soignante se cache la vie du souffrant, et les questions posées par les comportements, qu'elle réfléchit et choisit, modifient les possibilités de celui-ci. En regard de l'infirmière, le visage du patient est façonné, se façonne, pour une rencontre où sa présence effective se définit. Dans quel sens? Il n'est pas aisé d'exister comme malade au sein des relations sociales, qu'elles soient de soins, familiales, ou dans les représentations sociétales riches en fantasmatiques de peur, d'angoisse ou de stéréotypies stigmatisantes. Nous nous rappellerons que notre histoire prend racine dans une tradition religieuse qui a donné à la rencontre soignante ses lettres de noblesse. Puis nous tenterons d'extraire des éthiques qui s'échafaudent actuellement dans ce domaine des données qui pourront nous servir à construire, après préparation du terrain, une éthique pour le malade. Historiquement, dans la tradition religieuse. La Bible. Le lépreux atteint de ce mal portera ses vêtements déchirés et ses cheveux dénoués. Il se couvrira la moustache et il criera « Impur. Impur. » Tant que durera son mal, il sera impur et étant impur, il demeurera à part, sa demeure sera hors du camp. Près de 1500 ans avant Jésus-Christ, le mode de vie du malade est ainsi codifié. Son comportement est régi par les décisions du grand prêtre qui constate les lésions et le bannit de la vie publique. Si le malade va mieux, ce même grand prêtre met en évidence l'amélioration et le réintègre dans son statut social après 7 jours rituels et une offrande. Rien n'est dit de la tradition d'assistance en dehors de l'organisation par les règles du pur et de l'impur. La dimension familiale, les servantes et serviteurs, esclaves des mondes grecs et romains, devaient occuper une place soignante dont les écrits ne mentionnent pas le rôle spécifique. Ce fonctionnement a pu perdurer durant des siècles. Puis, à la charnière de nos civilisations, entre pratiques de l'Ancien et du Nouveau Testament, la parabole du bon Samaritain nous fait sortir du cadre strict de la loi pour proposer un nouveau statut aux malades. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là, il le vit et passa outre. Parallèlement, un lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier en disant « Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi à mon retour. » Ce que l'évangéliste et la tradition qui l'entoure initient dans cette parabole va servir de modèle au long des siècles à la chrétienté qui se développe en Occident. Ce n'est plus le règlement, la loi qui organise la vie sociale auprès des défavorisés. La pitié va venir faire levier pour l'action, et le comportement que propose Luc à ses lecteurs est celui du prendre soin, expression qui revient par 2 fois dans le récit. Ainsi, les sentiments d'humanité, pitié, miséricorde, l'amour et ses attributs que Dieu avait pour son peuple tout au long de l'Ancien Testament doivent se communiquer à l'ensemble des enfants du Père, juifs et non-juifs, pour agir ainsi entre eux. C'est un commandement nouveau, aimer son prochain comme soi-même, qui dans sa nouveauté révolutionnaire va peu à peu avoir force de loi pour le plus grand avantage du soin. En effet, la mise en pratique de cette attitude de compassion va devenir la norme pour laquelle le chrétien devra rendre des comptes au dernier jour. Le texte du jugement dernier de Matthieu va ancrer pour des générations de soignants la caractéristique fondamentale du malade. Il est Dieu en personne. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations,
Et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venu me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, malade ou prisonnier et de venir te voir ?» Et le roi leur fera cette réponse, « En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Le texte se poursuit avec le symétrique de ceux qui n'ont pas accueilli un de ces plus petits, qui n'ont donc pas reçu Dieu sur cette terre. Et ils s'en iront, ceux-ci à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. Il n'y a pas de distinction forte entre malades et prisonniers, et la visite auprès d'eux suffit pour légitimer l'action bonne aux yeux de Dieu. L'exclusion sous toutes ses formes est ainsi concernée. Par cette allégorie, c'est à un façonnement de la société que le texte biblique invite et les générations ultérieures ont tenté sa mise en œuvre. En pratique, d'après le témoignage de nombreux textes, la distinction entre le pauvre, le malade et le pèlerin n'était pas nette, et il n'existait pas d'attention spécifique pour des maladies précises et des tableaux pathologiques particuliers. Socialement, l'infirmita est surtout marquée négativement comme faiblesse, incapacité au travail, manque de statut social et de dignité, état de dépendance. Ainsi ce programme évangélique a-t-il modifié les relations humaines et le regard porté sur le souffrant. Les 7 œuvres de miséricorde, les 6 décrites par l'évangéliste Matthieu auxquelles il faut ajouter ensevelir les morts, guident les comportements. Au fil des siècles, un accueil se structure, favorisé par l'organisation des ordres religieux. Certes, il serait naïf de penser que le malade avait une situation privilégiée dans la société, mais bien des aspects moyenâgeux peuvent interroger notre monde moderne, en dehors de toute comparaison anachronique. L'hôpital est le lieu emblématique de cet accueil. L'hôpital médiéval est universel et indifférencié, comme les lieux ecclésiastiques dans l'enceinte desquels pendant longtemps il reste enfermé. Idéalement, il est destiné à accueillir et à soigner tout homme, considéré fondamentalement comme viator ou infirmus, mais en fait il est réservé aux personnes se trouvant dans des situations précaires. Mais la personne accueillie, et c'est la grande particularité de ce temps, n'est pas n'importe qui. Si est l'hostel Dieu, c'est-à-dire que c'est en Dieu est reçu et logé. Les hospitalisés en franchissant le seuil de l'hôpital étaient d'emblée mis en perspective. C'est ici la maison de Dieu et la porte du ciel, prévenait une inscription au-dessus de la porte d'entrée. D'ailleurs pour l'admission, il fallait traverser la chapelle et se confesser. On quittait alors ces hardes pour les confier à la pouillerie, et on les retrouverait propres en sortant, quand on avait la chance de ressortir vivant. Les sœurs ou les frères administraient alors les soins de propreté, généralement un bain. En cas d'impossibilité, au moins la tête et les pieds étaient lavés car il s'agissait autant d'un acte religieux que d'une précaution d'hygiène. On pouvait alors se coucher, nu, ce qui n'était choquant pour personne, même pour le voisin de lit car c'était habituel au Moyen-Âge. Cette civilisation équilibrait relativement les situations de chacun. La maladie se manifestait à la fois comme malédiction et comme occasion de salut. Le malade est ainsi un rejeté en même temps qu'un élu. Mais plus profondément, le statut social des uns et des autres n'était pas si distant. Les vicissitudes de la vie, mais aussi les événements, voyages... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.